Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos, épisode 61. Aujourd'hui, je conclus mon petit cycle de vidéos consacré au thème le whisky. Est-ce que c'était mieux avant? Dans ce cas numéro 3, on va étudier Glen Grant. C'est pas une distillerie qui me fait rêver, qui fait rêver en général, je crois. C'est une distillerie du Speyside, située à Rosses. C'est une distillerie qui a été créée en 1840 par les frères Grant, qui n'a jamais eu une estime particulière dans le cœur des amateurs de whisky. Pour moi, elle était surtout connue par ses whiskies un petit peu bas de gamme, ou en tout cas d'entrée de gamme. Dans ce cas, vous allez me dire pourquoi choisir cette distillerie pour ce troisième épisode. Il y a plusieurs dizaines d'années, il en allait un peu autrement, et certains vieux embouteillages de Glen Grant ont aujourd'hui une très bonne réputation parmi les connaisseurs, notamment ce genre de bouteille. Donc la première que vous voyez ici, c'est 5 ans d'âge, qui à l'époque était vraiment le single malt de base, voilà, qui était un des whiskies les plus exportés en Europe. Alors celui-ci est un des derniers qui a été embouteillé avec cette étiquette. Il a été distillé en 1985 et donc embouteillé en 1990. C'est un des derniers millésimes de cet embouteillage-là. Glen Grant, c'est une distillerie qui se distingue d'abord par sa taille. Elle a une énorme capacité de production, autour de 7 millions de litres d'alcool par an, une dizaine d'alambics en fonctionnement, et ces alambics ont la particularité, comme c'est le cas par exemple pour Glenmorangie, d'être très haut et en plus, tel que c'est écrit sur les bouteilles, de disposer d'un système de purification spécifique. Tout cela engendre un distillat à la fois léger, fruité et floral. Je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail de toutes les bouteilles, en commençant par la plus vieille, 5 ans d'âge, distillée en 1985, embouteillée donc en 1990, embouteillée à 40 degrés d'alcool, filtrée très certainement et coloré très certainement également, pur malt, mais contrairement à ce qu'indique l'étiquette, c'est bien un single malt et c'est même précisé à l'arrière de la bouteille. La plupart des whiskies sont en fait des blends, mais Glen Grant est très différent. C'est un single whisky, en anglais dans le texte. Après, c'est du discours marketing qui parle de la pureté des montagnes environnantes et notamment de l'eau également qui est utilisée pour faire le whisky. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il est bien précisé qu'à l'époque, donc dans les années 80, la plupart des whiskies embouteillés et vendus étaient des blends et que Glen Grant se distinguait dans ce marché totalement différent d'aujourd'hui en proposant un single malt. En effet, il faut se rappeler que le single malt écossais tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est une création toute récente. Donc c'est ce qui différenciait Glen Grant à l'époque. On va voir si un single malt d'il y a 40 ans correspond à un single malt d'aujourd'hui. Mais avant cela, on saute une petite étape. C'est un Glen Grant 10 ans, également embouteillé à 40 degrés d'alcool, filtré et coloré, là c'est sûr, en tout cas pour le colorer, puisque c'est précisé sur la bouteille. Et la couleur est, comment dire, c'est une catastrophe. Si on compare la couleur ici, on est sur un jaune appuyé, un peu doré sur le Glen Grant 5. Là, on est sur le brun caractéristique du caramel E150. C'est pas la seule particularité de cette bouteille, qui a été distillée dans les années 90 et embouteillée au début des années 2000. Une des seules précisions qu'il y a sur la bouteille, mis à part la présence de colorant, c'est vieilli pendant 10 ans dans des ex-fûts de chêne ayant contenu du sherry. On parlerait de sherry bomb aujourd'hui, mais j'ai un peu peur que ce whisky ne soit pas des plus équilibrés. À part ça, pas grand chose d'autre. On reprend un peu le discours marketing qu'il y a sur le 5 ans en l'amplifiant encore plus. La gamme régulière est composée notamment d'un 10 ans, d'un 12 ans, d'un 15 ans batch strength à 50 degrés d'alcool et d'un 18 ans embouteillé à 43 degrés d'alcool, mais on les trouve quasiment plus. Je me suis résigné à acheter la seule bouteille de Glen Grant que j'ai pu trouver facilement à un prix abordable, le Glen Grant Arboralis, sans mention d'âge, embouteillé à 40 degrés d'alcool également, filtré, oui, coloré, mais vieilli dans un mélange d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de Sherry. Aujourd'hui, vraiment, c'est la base. Par contre, ils sont vraiment améliorés sur la bouteille. Voilà, c'est joli. On n'aime pas le orange, moi j'aime bien. Mais voilà, la bouteille était lancée, tout en transparence. Aucune indication à part une petite note de dégustation. J'ai acheté cette bouteille en supermarché pour la très modique somme d'une vingtaine d'euros. Arboralis, pour l'anecdote, cela signifie la lumière parmi les arbres. Voilà. Tout un programme. Merci le marketing.
Le bouchon, tout un enjeu. Ah, bah, j'ai l'impression que c'est une capsule. On a le petit cachet là qui prouve que c'est un produit d'importation italien. Imposta fabbricazione acquavite di cereali, c'est même en latin. Oui, d'accord. J'ai rien compris. Le 10 ans, par contre, on est sur un bouchon classique, donc là, il y a des risques. Ah, et voilà. Ça colle toujours sur le goulot, c'est très très chiant. Encore une fois, plus de peur que de mal, je suis arrivé à retirer quasiment l'intégralité du bouchon qui s'était cassé en deux sans en mettre partout dans la bouteille, donc ça c'est pas mal parce que j'aurais pas à refiltrer tout le liquide. Et voilà, maintenant je me suis servi les 3 verres, je vais aller dans l'ordre du plus vieux au plus récent. On commence par le Glen Grant 5 ans, distillé en 1985. Très très timide au nez, quasiment rien. Pas d'alcool, mais quasiment rien derrière. C'est un nez qui me fait penser au Loch Lomond Pure Malt que j'ai dégusté dans le premier épisode de ce cycle. Vraiment rien, un très léger côté céréalier, très léger côté vanillé. On va pas épiloguer parce qu'il n'y a rien à dire. Slanger. Ça s'améliore assez nettement en bouche. C'est assez sympa, hein, assez original, assez bizarre également comme whisky. On a un distillat qui est très léger, mais sans être complètement plat. Là, on a un whisky qui se tient, qui a une jolie texture d'ailleurs, une jolie texture à noter. Il n'est pas du tout aqueux. Un profil aromatique, encore une fois, assez compliqué à décrire. Il y a effectivement un côté floral, un très léger côté fruité à l'attaque, mais qui disparaît assez rapidement, pour laisser un léger côté épicé sur la langue et un petit côté céréalier, un petit côté frais. Une longueur en bouche, somme toute, assez correcte pour un whisky qui se laisse boire, hein, c'est plus estival. Là, on n'est plus vraiment dans la saison, hein, c'est pas vraiment le whisky qui convient aux longues soirées d'hiver, de Noël. Ce qui est intéressant, c'est cette attaque là. On a une très très jolie attaque avec cette texture et ce côté parfum. Voilà, ce côté floral, ce côté parfum qui rentre dans le nez, qui est surprenant et agréable. Ensuite, c'est dommage, cette belle attaque, elle continue très peu de temps. La longueur en bouche est certes assez bonne, mais l'essentiel du profil aromatique s'évanouit assez vite. Néanmoins, c'est un bon whisky, un cran au-dessus largement du Loch Lomond Pure Malt et du Loch Lomond original que j'ai pu déguster dans le cas numéro 1. On est sur un profil aromatique qui aujourd'hui n'a plus cours nulle part. Glen Grant 10 ans. Pareil, on est assez timide, aucun alcool, mais en plus de ce qu'il pouvait y avoir dans le nez, c'est-à-dire pas grand-chose, du 5 ans, une légère sucrosité, un côté chéri. Alors je sais pas si c'est mon cerveau qui me joue des tours parce que c'est marqué sur la bouteille, mais il y a néanmoins quelque chose en plus, un côté sucré et un côté boisé également, Slanger 2. J'ai l'impression qu'on recherchait pas l'équilibre. Aujourd'hui, on recherche l'équilibre dans les goûts, dans le profil aromatique, en mélangeant l'apport de plusieurs fûts. Là, pas du tout. On est sur un distillat très discret qui se planque complètement derrière l'influence du sherry. On sent que c'est des fûts de 2e voire de 3e remplissage qui ont été utilisés. Donc on a cette petite acidité qui est pas trop désagréable encore, mais qui vient aplanir le distillat, et donc on n'a plus ce côté parfum du 5 ans. De plus, la texture et la longueur en bouche sont un cran en dessous du 5 ans, donc c'est un whisky assez moyen, pour rien vous cacher. En deuxième bouche, ça s'améliore un petit peu. On a ce côté légèrement parfum qui revient à l'attaque, mais qui est masqué par cette sucrosité. Et là, en fin de bouche, un côté un petit peu artificiel, un petit peu bonbon harlequin qui vient en fin de bouche, qui vient titiller la langue. C'est pas un whisky qui est à mon goût réellement. Il n'a pas de gros défauts. L'alcool est plutôt bien fondu, ça dans les deux cas. L'alcool est plutôt bien fondu. Il manque pas forcément de punch, même réduit à 40 degrés. Finalement, la texture est correcte. Mais bon, c'est pas un whisky qui va nous faire tomber de notre chaise. On passe au Arboralis, du coup le NAS moderne. Un nez beaucoup plus expressif sur la sucrosité, la douceur et un côté fruité. J'ai l'impression d'avoir encore un petit peu le Glen Grant 10 dans le nez quand même. Ouais, mais tout de suite, on sent directement que c'est le nez le plus expressif. On sent tout de suite l'apport des fûts. Là, on n'a plus cette note florale, cette note légère que j'avais pu déceler dans le 5 ans. Là, on est tout de suite sur quelque chose de plus droit au but, hein, vraiment. Avec la sucrosité, du caramel et un tout petit peu de fruits derrière. Slanger 3.
C'est vraiment là que ce genre de comparaison devient intéressante. On n'est plus du tout sur le même whisky non plus là. La texture a baissé d'un cran, c'est devenu aqueux, ça baisse d'une marche en fait, à chaque époque. 1985, jolie texture. 1990-2000, texture moyenne. 2020, aqueux. Par contre, au niveau du profil aromatique, on a changé de cours. Alors non pas qu'il soit meilleur réellement, mais en tout cas c'est plus expressif. On sent tout de suite ce côté dérangeant pour certains qui vient des fûts très actifs. Et on a ce côté caramel qui existe quasiment pas dans les deux premiers whiskies. Et ce côté fruité, un peu artificiel là aussi mélangé au côté vanille. On va dire que la plus grosse différence qu'on peut noter dans l'instant, dès qu'on met le whisky en bouche, c'est la texture. Énormément de sucrosité, de la vanille, un peu de fruits derrière. C'est vraiment un whisky moderne hein, parce que là, j'ai l'impression de replonger le nez dans le Loch Lomond original. Il se passe pas grand chose, on a ce côté sucré, on a ce côté un petit peu mielé, on a ce côté fruité et ça s'évanouit très vite sur un petit côté alcooleux en fin de bouche avec une texture vraiment pas terrible. Un whisky de base. Ah, le nez c'est un poil amélioré maintenant avec cette amertume et ce côté noix propre au sherry qui ressort beaucoup plus maintenant. Même un petit côté boisé mais cette fois-ci pas le côté fût neuf, le côté fût très actif, vraiment le côté boisé, le côté forestier. Un poil plus expressif, j'aime mieux. On a le côté sherry, on a un côté légèrement épicé et ce côté un peu boisé slash forestier slash terreux qui allonge la longueur en bouche. C'est pas un whisky qui est trop mal hein, vraiment, il est aussi supérieur au Loch Lomond Pure Malt, ça c'est sûr, parce que plus complexe. Je trouve qu'il a un petit peu gagné en équilibre quand même en deuxième bouche, mais on est limite, comme sur beaucoup de whisky anciens je trouve, on est assez limite. C'est un whisky qui me déplaît pas. Nez un tout petit peu plus expressif sur le 5 ans. Il me rappelle le nez des productions de Loch Lomond en single grain, celle qui passe dans les alambics à colonne. J'ai l'impression de retrouver ce distillat assez timide sur la fraîcheur, sur le côté un petit peu vert, un petit peu céréalier, vert comme ça. Floral, ouais, floral. Léger, délicat, mais pas déplaisant du tout. L'attaque est vraiment surprenante, j'ai rarement bu un whisky qui me fasse penser instinctivement à un parfum, mais un parfum très fin, envoûtant, à la fois fin et envoûtant, voilà. Ça monte dans le nez, ça a un côté floral très léger, un petit peu féminin. C'est dommage qu'elle soit pas poursuivie par un corps, un milieu de bouche un peu plus punchy. Il perdure un peu plus quand même en deuxième bouche, ça perdure un peu plus et il se termine par un côté épicé qui vient titiller la langue, qui est assez sympathique. Mais quel dommage que cette attaque qui est vraiment hyper agréable soit pas poursuivi par une bouche plus complexe et plus punchy, parce que là on aurait été vraiment sur un top whisky hein. Si le reste du profil aromatique avait été aussi agréable que le début de bouche, c'est vraiment un super whisky. Mais bon, je retiens cette attaque. C'est sa caractéristique principale, ce whisky, et c'est pour ça que je vais le classer premier avec une marge assez confortable hein, sur ces deux aînés, vraiment. Deuxième, je vais quand même mettre le Glen Grant 10 ans. Je ne l'ai pas payé très cher aux enchères, hein, réellement une quarantaine d'euros. Ça vaut pas plus, hein, ça vaut vraiment pas plus. Aujourd'hui, pour ce prix-là, même voire pour moins cher, je vous ai parlé des Loch Lomond Single Grain et Single Grain Peated, on peut les trouver facilement autour de 35 voire 30 euros. Vraiment, c'est meilleur que ce Glen Grant 10. Pourtant, c'est pas un whisky désagréable à boire. Un petit déséquilibre entre le profil aromatique du distillat et le profil aromatique du haut sherry. Et troisième, bien qu'il n'ait pas vraiment démérité hein, sur cette dégustation, ce Glen Grant, ce magnifique Glen Grant Nass Arboralis. Un whisky de base, mais que peut-on demander de plus pour 22 euros en supermarché? Voilà, et ben c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez encore apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. C'est la fin de ce cycle. Le whisky, est-ce que c'était mieux avant, avec ces 3 études de cas? Je pense que je vais en refaire. Voilà, je vais en refaire. Je vais essayer d'obtenir d'autres bouteilles aux enchères. On va passer à autre chose dans les vidéos à venir sur Malt à propos. J'ai encore énormément de projets. Et puis bien sûr, avec la fin d'année qui approche, ce sera mes conseils pour, par exemple, quel whisky acheter à vos proches à Noël ou pour l'année 2025. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo de Malt à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien.